Dans... On remonte un peu plus loin en arrière. C'est peu avant. Ça fait à peu près un an. Un an avant cette histoire de lettres. J'étais, j'allais dire déjà, c'est suffisant de dire, j'étais continuellement au bord de la détresse. Je sais ce que je dis en disant la détresse. La détresse, parce qu'arrivé à 20 ans, arriver à 20 ans et ne pas savoir sur quoi on marche, arriver à 20 ans et non pas s'apercevoir, mais porter en soi l'absence du temps. Oui, ça semble pas très possible. Un gosse d'ouvrier qui est extérieurement tout taillé d'une pièce et intérieurement il est en pièces. Oui. Oui. Je ne me débattais pas, au fond, je ne formulais pas. C'est un peu plus tard que j'ai commencé certaines formulations. Voilà, c'est comme ça qu'il faut dire. Des formulations qui sont venues presque tout seules, en moi toute seule. Que, voilà, ce que je viens de dire, qui semble un peu trop gros, mais c'est comme ça. L'absence de la pression du temps sur soi. Ou sinon de la pression, l'absence du déroulement du temps. Si on ne se déroule pas dans le temps, qu'est-ce qui se passe? On s'éteint. J'avais beau me faire des grimaces avant et continuer à m'en faire après. Dans tous les miroirs que je pouvais croiser, grimaces de peur pour faire peur. J'ai cessé petit à petit. Mes grimaces me montrant mes traits dans la souffrance de la mort, dans ma mort. J'ai eu ça très vite, très tôt. Mais ça s'est fortement amplifié, peut-être que je pourrais dire aggravé, avec l'arrivée de la guerre. Oui. Là, je suis rentré dans une gravité que je ne m'exprimais pas, que j'avais reçue. J'avais aperçu, quand on était partis, ma mère, ma grand-mère et moi, j'avais aperçu ce qu'il y avait, ce que les hommes pouvaient faire en étant enfant. J'avais bien vu aussi des brides, des morceaux, des lambeaux de ça. Ça m'avait touché beaucoup, enfin marqué beaucoup, quelquefois blessé. Mais d'abord, si je posais une question, on évitait d'y répondre, et quand par hasard on y répondait, c'était barbouillé de futur, pour moi incompréhensible, un futur inaccessible, que je n'étais pas loin de croire que tout le monde mentait. Il n'y avait pas de futur, il n'y avait pas de futur meilleur. Les jours meilleurs, je n'y ai jamais cru, même aujourd'hui. Naturellement que, entre aujourd'hui 1994 et il y a 50 ans, 1944, on peut dire que de changements. Bien sûr. Mais à l'intérieur même de la chair, oui, ce qui a été fait là a été fait ailleurs. Ce qui a été arrêté a repris. Pas pareil, bien sûr, bien sûr.
N'essayons pas de mettre tout dans le même paquet. Mais vous verrez que le paquet finira par faire un seul et unique paquet. Alors, si aujourd'hui je peux dire comme ça, ce qui m'a énormément... je voudrais pas dire bouleversé, touché, ce qui m'a énormément fait crier. Voilà, ce qui m'a fait crier. Quand on crie, c'est pas pour appeler, hein. Ça peut être, mais c'est rare qu'on vienne. C'est pour soi. On se prévient à soi. C'est un immense... Attention! Voilà. Alors ce qui m'a fait le plus fortement crier de toute mon enfance, sûrement, la disparition de l'oncle, sûr. Mais toutes les autres fois où j'ai crié entre mes dents. Oui. Si je les rejoignais, tous ces cris, ça serait aussi fort que l'autre cri que j'ai poussé. Le soir où... Oui, voilà. Mais après ça, le chemin était fait. J'avais perdu mon pucelage. Oui. Je l'ai perdu très jeune. Très, très jeune. Pucelage de l'âme, ça n'existe pas, ça. Le pucelage de mon chant le plus secret, sans doute. Pour crier, il faut déchirer quelque chose. Ouais. Il y a un hymen aussi à cet endroit. Oui. Sûrement. C'est pas une peau, là. C'est pas de la chair qui s'ouvre. C'est l'entrée. L'entrée pour la première fois dans la souffrance. Il y a eu avant la douleur, sûr. Quand l'hymen en question a été non seulement déchiré, mais arraché. Oui, parce qu'un hymen n'est pas toujours arraché. J'imagine qu'il peut être très bon de faire déchirer tout doucement son hymen. Mais l'autre façon, le viol, c'est ça, le viol. Le viol de l'âme. Ne ris pas, va. Ne ris pas, je t'en prie. L'oncle ne m'a pas violé vraiment. L'oncle, il s'est violé lui-même. Sûr que j'ai crié. Sûr que j'ai perdu l'âme. Mon hymen, ouais. Mais après, ça a fait autant de mal. Et ça n'est pas rentré mieux pour autant. J'allais de découverte en découverte. C'est ça. Ouais. On trouve. On n'arrête pas de trouver. C'est beau. C'est très bon. Très beau. Oui. Ça dépend. Faudrait voir ça d'un peu plus près, oui. Pendant le maquis, il y a eu quelques prisonniers allemands. Ils ont été tous fusillés. Oui. Je me souviens de moi. Ça aussi, ça remonte. Mais ça remonte à une autre occasion. Je vois la maison qu'on occupait. On occupait toujours des fermes abandonnées. Puis quand il n'y avait pas de ferme, on occupait les buissons. Quelquefois, il y avait des roches qui pouvaient devenir un abri. Mais on occupait une ferme.
On a occupé assez longtemps. Après, on a changé. Assez longtemps, c'est 1 mois. Des fois, c'était plus court, mais assez longtemps, 1 mois, c'est bien. Plus le temps durait, moins on était rassuré. Parce qu'on allait être flambé tôt ou tard, là. C'était toujours repérable, ça. Même dans les bois. Même dans une petite clairière au fond d'un bois touffu. Avec des tas de sentinelles postées ici et là. On finit toujours par savoir. Le renard, il va toujours dans les bois. Et il y avait des renards dans les bois. Mais, paysan, c'est un renard. C'est pas mauvais, c'est rarement mauvais un paysan. Mais, quand on occupe sa maison, il le dit à quelqu'un, à un copain. Tu sais, la ferme du bourreau là-bas, ouais. Ben, ils sont dedans. Ah oui. Je me demande bien qu'est-ce qu'ils foutent dedans. Ben, ils dorment. Eh bien, un jour, ils vont foutre le feu. C'est là que j'y mets mes bêtes. Je les mets plus maintenant. Bah, t'as raison. Et qu'est-ce qu'il en faisait, l'autre? Peut-être qu'il allait boire un coup, puis qu'il disait... Il y a le Pierre. Il m'a dit que sa maison, là-bas dans le bourreau, là où il met ses vaches, l'été, bah, elle est occupée par eux. Puis il a peur qu'ils y foutent le feu. Et puis celui qui venait d'entendre ça au bistrot, à qui est-ce qu'il le redisait? Ça mettait combien de temps pour arriver dans une oreille? Une autre oreille. Et qu'on serait peut-être pas encore parti. Alors il y avait... On n'en a pas eu beaucoup des Allemands comme ça. Qu'on arrêtait. Ils avaient cette chance, ils avaient cette force. Beaucoup plus puissants que nous, beaucoup plus motorisés que nous, plus formés que nous. C'était des soldats. Nous, on était des jeunes. Comme des chiens. On s'y faisait. À la fin, ça allait déjà mieux. On avait la mobilité pour nous. Et alors, quand il y en avait un de pris, ou 2 de pris, il n'y en avait pas des vingtaines, hein. Puis il fallait partir après, il fallait vraiment bouger. Et puis les maisons brûlaient après, ça c'est vrai. Au point que, quelquefois, on aurait bien voulu ne pas faire de prisonniers. Ça aurait été mieux. Mais quand ils étaient pris, on va pas leur dire foutez le camp. Alors il fallait réunir un petit peloton. Oh, il n'en fallait pas des dizaines. Mais voilà. 3, 4. Voilà ce qu'il fallait. C'était eux qui faisaient le travail. J'ai tout de suite compris ce qu'ils cherchaient. C'était le roux. Le roux, c'était le responsable de notre groupe. Hein. Il y avait encore au-dessus de lui, mais il était le maître, là, dans le coin. On en a fait. Alors, il y avait le type qui était là, qui avait la corde au pied, avec les bras ramenés dans le dos, et puis attaché, les poignets presque aux chevilles. Il ne pouvait plus bouger. Il était comme une chèvre. On attache les pattes avant, les pattes arrière, puis il ne bouge pas, il est par terre. Dans la grange. Ouais. Puis nous, on était là, un peu dans la paille, un peu sur les pierres, avec nos mitraillettes à la main, entre les jambes. On regardait. On ne le gardait pas 8 jours. Hein. On l'avait fait prisonnier à 1 heure, c'était fini à 2. Ça allait même plus vite des fois. Alors, bah, j'avais trouvé. Et puis l'euro aussi, il avait trouvé. Ouais. Puis il y en avait 2 ou 3 qui avaient trouvé aussi. C'est une question de préférence. Hein. Chaque fois qu'il y avait un prisonnier, oh, j'ai bien dit, il n'y en a pas eu des centaines. Hein. Mais les fois où il y a eu un prisonnier,
Tout le monde savait qu'il allait y avoir un petit peloton. Puis une seule balle, pam, pam, et tous ensemble. On joue au feu, paf, fini. Alors il allait y avoir une sortie. Et les sorties se faisaient. On était tous plus ou moins spécialistes dans les sorties. Donc on savait tous faire la même chose. Il y avait quelquefois aller un peu plus loin. D'autres fois, c'était une sortie avec une petite camionnette qui avait été fauchée, que quelqu'un avait maquillée. Mais on s'en servait très peu. Très peu. Seulement pour nos déplacements, on la cachait, puis on la retrouvait après. Ou on l'abandonnait. On ne gardait pas longtemps ce qu'on avait. Mais il allait y avoir. Ouais. Alors on allait au-devant de Leroux. Leroux, il disait, il faudrait préparer. Alors moi, tout de suite, je disais, je suis prêt, j'y vais. D'accord, donc, toi. Et puis, il y avait tout de suite 2-3 mains qui disaient, moi. Il y avait l'Allemand qui était par terre, il voyait bien qu'on levait les mains. Il n'était pas fou non plus, il savait. Mais moi, c'était pas vrai, c'était pas ça. On était des lâches. On préférait risquer autre chose que de faire ça. Après, il fallait l'enterrer, tout ça. Non. Alors, voilà. On a fait beaucoup de sorties pour échapper à